conférence en 5 minutes. Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une conférence dont le titre c'est l'amélioration du crible de Poincaré et application à la choisissabilité avec contrainte du graphe complet que j'ai eu l'honneur de faire avec Olivier Tony de Dijon. Et là c'est la photo d'Henri Poincaré. Sa formule du crible, je crois que vous la connaissez tous, surtout en dimension 2, c'est cardinal de A union B égale cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de l'intersection. En dimension 2. Après, en dimension n, on la verra plus tard. Donc, une petite historique de la coloration des graphes. En 1774, peut-être un des plus grands génies des mathématiques, Euler, découvrait la théorie des graphes. Donc, un graphe, c'est quelque chose de très simple. C'est un ensemble de sommets et un ensemble d'arêtes. Francis Guthrie, en 1852, conjectura le théorème des 4 couleurs, c'est-à-dire qu'on peut colorer tout graphe planaire avec seulement 4 couleurs. Puis après, en généralisant cette notion de 4-1 coloration, on est arrivé à la notion de AB coloration. Ça veut dire que sur tout graphe, on a le même ensemble de A couleurs pour tous les sommets du graphe, et on doit choisir B couleurs sur chaque sommet, de telle sorte qu'il n'y ait pas de couleur commune entre deux sommets voisins. Pourquoi? Entre autres, à part la chasse au lion qui est l'induction, ça servait dans l'industrie, entre autres des télécommunications, pour modéliser les réseaux de téléphones portables. Puis après, en 1970, surtout Erdos a introduit la AB choisissabilité, qui est encore une généralisation de la AB coloration, qui est qu'au lieu qu'on a toujours les mêmes A couleurs sur chaque sommet, on est A couleur quelconque, entier, une partie de N, quoi, de A éléments. Donc ça a rajouté une complexité incroyable au problème. Assez souvent, les problèmes de AB coloration sont simples à résoudre et les problèmes de AB choisissabilité sont NP complets. Après, en 1992, pour résoudre les problèmes de télécommunication des téléphones portables, on est amené par des processus dynamiques à faire de la précoloration de graphes. Et donc, dans ces systèmes de gérer le réseau dynamique des télécoms, on est amené à introduire la ABC choisissabilité des graphes. C'est-à-dire, c'est toujours de la AB choisissabilité, c'est-à-dire qu'on a toujours A couleur quelconque sur chaque sommet, on doit en choisir B, mais ce coup-ci, on a une contrainte supplémentaire qui est qu'entre deux listes communes, entre deux listes voisines, on n'a pas plus de C couleurs communes. C'est une contrainte supplémentaire. Donc, comme je l'ai dit un peu, le champ d'application de cette théorie s'applique entre autres à l'attribution des fréquences des téléphones portables, par exemple aussi les puces électroniques, les problèmes d'informatique, des fois très spécifiques. Mais en théorie ou en pratique? En pratique. C'est vrai? Oh oui, c'est la base. Parce qu'en fait, oui. Je continue d'abord, je ne sais pas de répondre. Parce qu'il y a un truc, c'est qu'en fait, tu dis qu'on choisit les A comme on veut. Il n'y a pas du tout de contrainte sur le choix des entiers naturels. A entier quelconque. D'accord. Et donc après, on veut là-dedans que deux sommets voisins n'aient pas B couleurs en commun. Non, on doit choisir B couleurs sur chaque sommet, oui, tel qu'ils aient aucune couleur commune. Aucune couleur commune, d'accord, mais dans les A. Mais dans ce cas, si on prend A couleur, si on a les entiers quelconques, on prend pour tous les sommets les ensembles disjoints, et c'est automatiquement. Ça, c'est trivial, justement. C'est dans le cas où C égale 0. D'accord. Ah, d'accord. Et donc après, on impose que chaque... d'accord, ok. C'est pas toi qui choisis les A couleurs. C'est pas toi qui choisis la couleur, elles sont quelconques. Ah, d'accord, ok. Ok. Donc en fait, historiquement, le réseau des télécoms, c'est le réseau triangulaire. C'est-à-dire qu'en fonction des ondes fréquentielles, tout ça, le pavage le plus efficace du plan euclidien, c'est le pavage hexagonal, quoi. Enfin, c'est le réseau triangulaire, quoi. Donc, en fait, c'est ça le pavage. C'est ça le réseau triangulaire. C'est le graphe des télécoms.
C'est le graphe des télécoms. Ça, oui, des téléphones, des télécommunications, des téléphones portables. Donc en fait, chaque sommet du graphe, c'est une antenne relais de téléphone portable. Et on relie deux arêtes dans le sommet du graphe quand les deux antennes ont une zone d'émission commune, c'est-à-dire source possible d'interférence. Donc c'est pour ça qu'on fait de la coloration des graphes dans les problèmes de télécommunication, dans la modélisation simpliste, qui est que chaque antenne, c'est un sommet du graphe, et après, on a un certain nombre de clients sur l'antenne relais. On a, par exemple, là, on a 3 clients, là, on en a 9, là, on en a 8, là, on en a 7. Et on doit colorer, donc attribuer une fréquence à chaque client. Donc c'est pour ça qu'on est dans la AB coloration. Et le but du jeu, oui. Et du coup, la choisissabilité, ça veut dire qu'on veut imposer une liste de possibilités pour chaque nœud. Et ça, concrètement, sur les applications, dans quelle situation on doit choisir Ben, en fait, le truc, c'est que c'est dynamique maintenant. C'est pas à un instant donné, on résout le problème. Il faut le résoudre à chaque seconde. Donc en fait, on a des clients. Donc en fait, au départ, on est en AB coloration. Ouais, vous voyez, le problème au départ, c'est un problème de AB coloration. Et après, l'optimum pour ces réseaux-là, c'est le rapport 9 quarts. C'est la conjecture de McDermid-Herritt. C'est un autre de mes articles que je suis en train de finir. Enfin bon, là, ça nous ferait diverger. Oui. Il faut sens que les chiffres sur les sommets changent, mais le graphe reste le même. Le graphe, c'est toujours le même. Mais le nombre de clients est variable. Est-ce que le B est uniforme ou pas? Non. Enfin, le nombre de clients n'est pas uniforme. Du coup, c'est B le nombre de clients. C'est B le nombre de clients. Donc du coup, ce que je comprends, c'est que les listes, à un moment donné, on va choisir des listes, puis ça va évoluer, et puis les listes qui ont été affectées, on n'a pas envie de tout rechanger à chaque fois, et donc du coup, ça devient des données pour le problème de coloration d'après. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons qu'on commence à l'instant 0, on colorie tous les clients, puis après, il y a des clients qui viennent, il y a des clients qui partent, tout ça. Mais donc, en fait, les clients qu'on a déjà sélectionnés, c'est de la pré-coloration. On les a déjà sélectionnés. Donc, en fait, les clients qui arrivent à la suite, on n'aura pas toutes les couleurs disponibles de tous les voisins, tout ça. Donc, on arrive à un problème de AB choisissabilité. Et après, problème industriel, tout ça, fréquence réservée, police, tout ça, machin. Donc, on arrive à la ABC choisissabilité. Désolé, c'est le style de notre équipe de poser des questions. Il nous va couper au montage. Non, 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 non. Il n'y a pas de questions stupides. Donc ça, c'est la définition de la ABC choisissabilité. C'est-à-dire qu'on se donne 3 entiers, on se donne un graphe, et toutes les listes L sont de taille A. C'est-à-dire on prend A éléments pour chaque sommet. C'est une fonction qui associe à chaque sommet a set of A integer. Après, les listes assignements, elles doivent être C séparées. C'est-à-dire que le cardinal de 2 voisins, de 2 listes voisines, doit être majoré par C. Le graphe est donc ABC choisissable si, quel que soit, c'est surtout ça qui compte. C'est pour ça que la complexité en AB coloration est souvent polynomiale et en choisissabilité, c'est souvent NP complet. Souvent. Enfin, moi, les problèmes, en tout cas, que j'attaque. Les graphes sont sur les classes de graphes spécifiques. Oui, mais peu importe. C'est le truc polynomial, en fait, qui me... Oui, voilà, c'est le polynomial. Parce qu'en général, c'est un peu difficile de savoir si un graphe est colorable avec... Oui, mais par rapport à la choisissabilité. C'est programme linéaire, non? C'est la AB coloration. C'est programme linéaire. Oui, il y a souvent... Ben, d'ailleurs, on en verra un de programme linéaire après. Donc, j'en étais où? Je ne sais plus. Voilà, et donc, on doit choisir une fonction qui attribue à chaque couple de voisins, enfin à chaque sommet, B éléments, tel que si on a 2 sommets voisins, ils n'aient aucune couleur commune. C'est le principe des télécoms, on ne veut pas d'interférence. On veut prendre aucune couleur commune. Donc ça, c'est la définition de la ABC choisissabilité. Et maintenant, naturellement,
vient ce nombre, le nombre de séparations, C qui est le maximum des C tel que le graphe G est tout le temps ABC choisissable. Ce nombre existe tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours colorer avec C égale 0. Parce que si les listes sont toutes différentes, aucun point commun, bah c'est trivial. Donc ce nombre est toujours minoré par 0 et est toujours majoré, bien évidemment, par A. On ne peut pas prendre plus que A couleurs dans un ensemble à A éléments. Donc ce nombre, le nombre de séparations, est un nombre bien construit, existant, qui est toujours compris entre 0 et A. Propriété, bon, si on y réfléchit un peu, ça va, pas des propriétés très dures. C'est-à-dire que si on se fixe B et N, pour le graphe complet, là, hein, on parle Kn, là on attaque le graphe complet. Tout le monde sait ce que c'est que le graphe complet? Non? Donc pour le graphe complet, donc là on s'intéresse au graphe complet. Pour le nombre de séparations du graphe complet, si on fixe B et N, eh ben, c'est une fonction qui augmente avec A. Donc typiquement, si on fait un graphe, si on met le nombre de séparations ici, de Kn, si on met ici C, ben en fait, on commence inévitablement... qu'est-ce que je raconte moi? Non, c'est pas le nombre de séparations. C'est le nombre de séparations, c'est là. C'est A. C'est la variable A. Donc, la variable A, elle est automatiquement comprise. Enfin, elle est automatiquement supérieure à B. On est obligé d'au moins avoir B couleurs dans mon ensemble A pour pouvoir choisir B couleurs. Donc, ça commence à B. Puis après, pour NB, ça, c'est trivial. Le nombre de séparations, et après, à partir de NB, c'est trivial. C'est toujours la droite linéaire. C égale A. Ça, c'est facile. C'est parce qu'on a beaucoup plus de couleurs qu'il nous en faut. On a A qui est plus grand que N fois B dans un graphe complet à N éléments. Donc, on peut choisir toutes les couleurs au hasard, ça marche toujours. Donc, quand A est supérieur à NB, c'est toujours C égale A. Enfin, le nombre de séparations, pardon. Enfin, oui, C, quoi. Le nombre de séparations est égal à A. Pour B, c'est trivial aussi. Si j'ai exactement B couleurs dans chacun de mes éléments, je n'ai pas le choix, je suis obligé d'avoir C égale 0. Dès que j'ai deux voisins, ils ne peuvent pas avoir de couleur commune. Donc c'est trivial, C égale 0. C'est les deux points triviaux, enfin c'est les deux parties triviales du nombre de séparations. Après, ici, c'est ce que je vais vous exposer aujourd'hui, ça se complique pas mal. Donc, si on se fixe B et N, le nombre de séparations est une fonction discrète, bien sûr, parce qu'on est en discret. C'est une fonction discrète qui part de là et après qui fait ça. On sait aussi, trivialement, qu'elle est plus petite que ça. Elle est en dessous de ça, trivialement, mais après, sa fonction exacte, c'est très compliqué. Et aussi, par contre, si on se fixe A et B maintenant, eh ben, le nombre de séparations est une fonction décroissante de n. C'est-à-dire que plus on augmente le nombre de sommets, plus le nombre de séparations diminue. Donc en fait, si on fixe B et n, le nombre de séparations augmente toujours. Si on fixe A et B, le nombre de séparations diminue toujours. Donc c'est deux propriétés remarquables du nombre de séparations. Donc on passe au théorème précédent que j'ai démontré avec Olivier Tony. J'ai résolu la ABC choisissabilité sur les cycles. Donc ça c'est mon article précédent, j'ai publié il y a 2 ans, ou 1 an, je ne sais plus. Donc en fait, pour tous les cycles impairs, là j'ai mis que la formule pour les impairs, parce que ici, ce qui m'intéresse,
c'est juste donner la formule pour K3. Et K3, comme vous le savez, c'est à la fois le graphe complet à 3 éléments et à la fois un cycle d'ordre 3. Donc en fait, j'avais déjà résolu K3 par la formule des cycles. Et donc on voit que dans ce cas-là, on a toujours A qui est compris entre B et NB, entre guillemets, là, par rapport à ce cas. Et il y a 3 cas de figure. Donc quand A est compris entre B et 2B, le nombre de séparations est facile, c'est A moins B. Quand on est compris entre 2B et 2B plus B sur P, ça, c'est pas trivial à comprendre. Pourquoi c'est cette valeur? On obtient cette formule. B plus P plus 1 fois A moins 2B. C'est pas trivial. Ça demande un peu d'effort, mais vous l'avez dans mon article si ça vous intéresse. Et puis après, pour la même raison que pour le graphe complet, quand on a suffisamment de couleurs, donc quand A est plus grand que 2B plus B sur P, et ben là, pas de problème, le nombre de séparations égale à A tout le temps. Là, c'est facile. Et donc, application immédiate, P égale 1, K3 égale C3. Donc d'un coup, ça simplifie en ça. Donc en fait, là, dans ce cas-là, c'est assez facile. Surtout, ce qui nous intéresse, c'est pas ce cas-là, parce que c'est toujours trivial, ce cas-là. Mais dans les deux cas importants, on remarque déjà que c'est une fonction affine. C est une fonction affine de A et de B. Les théorèmes 19 marchent aussi pour les cycles clairs. Alors, c'est pas le même. On met le même type de... Oui, j'ai la ABC choisissabilité, les cycles pairs aussi, mais ce n'est pas le même théorème. Il y a une différence entre les cycles pairs et les cycles impairs, comme d'habitude en coloration. Et en gros, il y a aussi 3 choses. Au milieu, il y a une dépendance de longueur du cycle. Et sinon, il n'y a pas de dépendance. C'est comme ça que si A est plus petit égal que 2B plus B sur P, il a une dépendance de longueur du cycle. Non. La longueur du cycle, c'est 2P plus 1. Hein. Oui, mais dans ce cas, la phase du milieu, il dépend de P. Oui, dans le premier cas, s'il ne dépend pas de P. Et une troisième aussi. Et dans le troisième aussi. Oui. 7 dépend du P, juste au milieu. Donc maintenant, un petit historique. Thomason, en 1994, a démontré que tous les graphes planaires sont 5-1-5 choisissables. Et en plus, la démonstration, elle est facile. Enfin, elle est facile. Elle est efficace. Une fois qu'on l'a revue, elle est simple à comprendre. C'est assez remarquable pour le souligner. Parce que d'habitude, dans ce genre de problème, c'est des tartines de démonstration. Après, en 2022, le dernier exploit, c'est XOO, ou je ne sais pas comment on dit, les graphes planaires sont 4-1-2 choisissables. Actuellement, il y a pas mal de recherches sur les graphes planaires sont 3-1-1 choisissables. Et ça, c'est une conjecture ouverte, on ne sait pas encore. Il y a beaucoup de recherches dans certains milieux qui recherchent ça. Après, moi, j'ai introduit une nouvelle conjecture. C'est-à-dire que là, dans tous ces cas-là, dans tous les autres chercheurs, ils ne cherchent que pour B égale 1. Ils font B égale 1, B égale 1, B égale 1, B égale 1. Et moi, je généralise à la ABC. Et donc B égale 1 aussi. Mais, poum, j'élargis à la ABC. Parce qu'en fait, des fois, dans l'histoire des maths, il s'est avéré qu'en généralisant une problématique, ça soit plus facile à résoudre. La preuve des XOO utilise le théorème des 4 couleurs ou il est plus simple pour vous? Il utilise le théorème des 4 couleurs. Dans certains cas, il dit, on sait le machin. Celle de Thomason, ah non, Thomason, non. Ah non, Thomason, c'est vraiment une démonstration unique en utilisant une formule de récurrence sur les graphes, en prenant la frontière du graphe et en faisant une récurrence sur la frontière du graphe. Enfin, c'est très subtil, c'est très innovant et ça résout le problème très rapidement. Donc voilà, donc maintenant on s'intéresse à la ABC choisissabilité des graphes. Donc, théorème de Hall.
condition nécessaire pour tout type de graphe. Là, ça c'est tout graphe. C'est-à-dire que si, quel que soit le graphe G, une fois qu'on l'a, il faut regarder tous ses sous-graphes, H, et puis faire la somme du nombre d'indépendances pour la couleur, pour une couleur, faire toute la somme des nombres d'indépendances de tous les sous-graphes, et vérifier si c'est supérieur ou égal au B fois le nombre de sommets du sous-graphe. Ça, c'est la condition nécessaire, c'est le théorème de Hall. Ça marche de façon générale. La notation là, à la place de H, on a un graphe H, L c'est les listes qui nous sont données. C'est la liste de couleurs. Et maintenant, K, c'est une couleur. Voilà. C'est ça. On regarde que les graphes où la couleur K apparaît. Que les sous-graphes. Que les sous-graphes où la couleur K apparaît. Voilà. Et on regarde le nombre d'indépendances de ça. Le nombre d'indépendances. Et après on additionne. Non, c'était juste pour comprendre la... C'est ça. Mais bon, on ne s'en servira pas beaucoup. C'est la base. Après, Cropper et Hall ont amélioré ce théorème nécessaire en un autre théorème nécessaire et suffisant, ce aussi, c'est beaucoup mieux. Mais par contre, il s'applique quasiment que pour les graphes complets. Ça, c'est général. Ça marche pour les graphes complets. Et 2-3 autres classes de graphes, mais bon, ce n'est pas le moment d'en parler. Donc, en fait, S, là, c'est une partie de 1n. Vous voyez ? Et donc, c'est le nombre des sommets que l'on a pris. Les sous-graphes, quand on prend le sous-graphe d'un graphe complet, ça fait un certain nombre de paquets d'indices. Donc, c'est ça, les indices S qui sont une sous-partie de 1n. Et donc, sur tous ces I appartenant à ce sous-graphe, S, d'ensemble, il faut que le cardinal de l'union de toutes ces listes soit supérieur ou égal à B fois le nombre d'éléments, le nombre de sommets. C'est pas loin d'être la même. C'est un nombre d'indépendances. Voilà. Sauf que là, maintenant, il a démontré que c'est nécessaire et suffisant. C'est ça le... Du coup, cette condition qui est nécessaire pour tous les graphes, elle est nécessaire et suffisante pour le graphe complet. Voilà. C'est ça l'avancée de Cropper. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il suffit de démontrer cette formule. Donc, en fait, on en arrive algébriquement à calculer des millions de fois le cardinal de l'union de n ensemble. Donc, crypte de Poincaré. Et j'ai commencé pendant des mois avec le crypte de Poincaré. Et j'ai galéré, l'ordinateur ramait, c'était terrible, quoi. Hein? C'est exponentiel, c'est ça. Il faut prendre tous les sous-ensembles. C'est ça. Donc c'était très lourd, c'était très chiant, mon ordinateur ramait, tout ça. Enfin, c'était... calculer ça des millions de fois, un nombre exponentiel de fois, c'est très dur. Donc voilà la formule de Poincaré que j'utilisais avant pour calculer le cardinal de l'union de n ensemble. Donc c'est égal à la somme de moins 1 à alterner, quoi, de toutes les permutations des cardinaux de K ensemble. Donc en fait, en dimension 2, ça fait cardinal de A union B égale cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. En dimension 3, ça se complique beaucoup plus. Ça fait cardinal de A plus cardinal de B plus cardinal de C moins les intersections. Et après, plus l'intersection triple. Et après, etc., quoi. Donc ça, à implanter sur l'ordinateur, waouh! Surtout quand A et N commencent à grandir, l'ordinateur, il rame. Alors, vous connaissez plutôt c'est l'appellation principe d'inclusion-exclusion. Oui, c'est aussi le deuxième nom. Aussi, c'est la formule de Weyl Poincaré, est-ce que c'est un complexe comme ça, au projet de... Et dans cette clause, il a donné une erreur.
complexe peut-être. Donc l'utilité du crible, par exemple, il y en a plusieurs, mais par exemple c'est pour résoudre le problème des rencontres, c'est pour trouver les dérangements sans point fixe, des choses comme ça. C'est utile aussi en probabilité, pour calculer des unions de cardinaux d'espérance ou je sais pas quoi. Enfin bon, c'est quand même utile. Donc voilà, la formule de Poincaré est trop coûteuse en temps de calcul. Elle a bien évidemment une complexité exponentielle, donc ça c'est pas bon. Et surtout, ce qui est très regrettable, c'est qu'on calcule plusieurs fois les mêmes éléments. Mais plein de fois. Si on a un élément dans l'intersection totale des n éléments, on le calcule 2 puissance n moins une fois. Le même élément. On fait plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, le même élément. Donc c'est trop coûteux, quoi. Et voilà. J'ai introduit mon nouveau concept qui me permettra de résoudre cette formule de cardinal de l'union de n ensemble, qui est ce nouveau concept, qui est une intersection propre, comme je les ai appelés. Donc, on se donne n ensemble à i. Bon. Ça, c'est algébrique, sinon c'est des listes en version coloration. Et on se donne un ensemble d'indices. Par exemple, je me donne 4 sommets dans mon graphe. Le sommet 1, le sommet 2, le sommet i. Ça, c'est mes sommets du graphe. C'est l'intersection propre de i sommets, de i ensemble de couleurs. Voilà, là. Donc là, je les numérote juste par l'indice AI, quoi. Ici, là. Normalement, on aurait dû mettre peut-être A de alpha 1, mais bon, ça a rajouté de la notation. Donc en fait, qu'est-ce qu'une intersection propre d'un I-uplé? C'est ça le fondement. C'est-à-dire que d'abord, basiquement, comme son nom l'indique, je prends l'intersection de mes I ensemble. Après, j'enlève tous les autres ensemble. L'intersection moins l'union de tout le reste. Et ça d'un coup, ça change tout. Parce que, pourquoi? Par exemple, là je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Par exemple, si on prend n égale 5, si on se prend 5 ensemble, donc par exemple AB, CDE, l'intersection propre de AB, eh ben c'est quoi? C'est l'intersection propre de tout le paquet, donc A inter B, moins le reste. Donc C, union D, union E. Si j'en prends 3 par exemple, bah, je fais l'intersection propre des 3 éléments, moins le reste. Et si j'en prends 4, bah, c'est pareil, je prends l'intersection des 4 éléments, moins le reste. Et c'est ça qui fait tout le truc, c'est que quelle que soit l'intersection propre que je prends, je considère toujours les n ensemble dans ma formule. C'est ça qui fait le point clé, quoi. Le déterminant. La base de calcul algébrique de cette problématique. Donc maintenant, propriété fondamentale. Si on se donne S et S', deux ensembles différents, deux partitions différentes, deux sous-graphes différents, eh bien, l'intersection propre, leur intersection de ces deux intersections propres est vide. C'est une partition disjointe. Intersection propre, oui, oui. Non, non, c'est juste pour dire intersection propre. Pour séparer de intersection. Oui. Par exemple, pour n égale 5, on voit bien que l'intersection propre de AB est totalement disjointe de l'intersection propre de BC. Pourquoi, par exemple? Ils ont B en commun, donc ça ne change pas. Mais par contre, lui, il a des éléments de A. Il est inclus dans A. Et pas dans C. Et pas dans C parce que C, c'est moins C. Est-ce que lui, il est inclus dans C, mais pas dans A. Et etc. Donc, ça forme une partition disjointe. Après, ça forme un ensemble disjoint. Et après, pourquoi ça forme une partition disjointe?
c'est que si X appartient par exemple à A, C, E et n'appartient pas à B et D, alors X appartient à l'intersection propre de A, C, E. Directement. Et uniquement. Donc on en arrive à la nouvelle formule du crible, qui est que le cardinal de l'union de n ensemble est égal à la somme sur toutes les partitions des cardinaux des intersections propres. Il n'est pas moins exponentiel. Non. Mais de toute façon, le problème est exponentiel. Donc, en revanche, Ici, c'est une partition. là, je fais qu'une somme. Une partition. Et partition disjointe. Et là, sur l'ordinateur, il fait majoritairement des sommes de 0. Il fait 0 plus 0 plus 0 plus 0 plein de fois. Mais ça va très vite sur l'ordinateur. Plutôt que calculer point carré, là, où on doit faire plus 12, moins 13, plus 24, moins 36. Ça va beaucoup plus vite. Et maintenant, changement de point de vue algébrique. Au lieu de regarder des listes, par exemple, si on a 3 sommets, avant, je mettais par exemple sommet 1, sommet 2, sommet 3, et je disais, il avait un paquet d'entiers, là. Après, lui, il avait peut-être des entiers en commun, et puis des entiers différents, ou alors on faisait en liste d'entiers, on disait que la liste de V1, c'était par exemple les sommets 1, 3, 5, enfin les entiers 1, 3, 5, la liste de V2, c'était par exemple les couleurs 1, 5, 7, et la liste de V3, par exemple, c'était la liste 3, 7 et 9, par exemple. On pouvait imaginer ce qu'on veut avant, enfin dans le style comme ça. Maintenant, je dis non, pas bon point de vue. Le bon point de vue, c'est de regarder le vecteur des intersections propres. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder mon ensemble, mon problème comme ça, je regarde là, lui et lui, ils ont 2 en commun. Donc l'intersection propre de 1, 2, dans ce cas-là, c'est égal à la couleur 1 et la couleur 5. L'intersection propre de 1, 3, dans ce cas-là, ça sera la couleur 3. L'intersection propre de 2, 3, ça sera dans ce cas-là, entre 2 et 3, 7. La couleur 7. Etc. On peut définir, grâce à la formule, au lieu de regarder les listes comme ça, on regarde les intersections propres comme ça, et même, on s'en fiche de savoir les couleurs qu'il a. La seule chose qui nous intéresse, c'est combien il y a de couleurs. Donc les cardinaux. Donc en fait, au lieu d'avoir le truc comme ça, on définit le vecteur des intersections propres de la liste. On commence par le cardinal de l'intersection propre du sommet 1. Là, la couleur 1 est prise, la couleur 3 est prise, la couleur 5 est prise. Donc, nul. L'intersection propre du sommet 1, comme les 3 couleurs sont prises par les autres, donc l'intersection propre du sommet 1 est vide, est nulle. Enfin, le cardinal de l'intersection propre est vide. Pour 2, 1 est pris, 5 est pris, 7 est pris, pareil. Le cardinal de l'intersection propre du juste 2 est nul. Pour l'intersection propre de 3, là par contre, il a 9, qui est tout seul. Donc, il y a un élément. Etc. L'intersection propre de 1, 2, c'est 2 éléments. De 1, 3, c'est un élément. De 2, 3, c'est un élément. Et il manque le dernier. L'intersection propre de 1, 2, 3. Et là, on voit qu'il n'y a aucun élément qui est commun aux 3. Donc, 0. Donc, au lieu
de regarder les listes sous cette vision-là, je dis c'est égal à mon vecteur, c'est dans la classe de mon vecteur V de L qui est égal donc à 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 0. C'est-à-dire je transforme ce paquet de listes en un vecteur d'entiers. Mais maintenant, je raisonne par classe d'équivalence de listes. Donc bien sûr, ce vecteur est un vecteur de dimension 2 puissance n moins 1 variable. Et donc maintenant, quand on regarde le problème inverse, c'est-à-dire si on se donne un vecteur de cardinaux d'intersection propre, combien ça me génère de listes différentes? Et bien voilà, c'est ce nombre-là. Et il est titanesque. Ben pourquoi? Parce qu'on a NA factoriel au-dessus. Donc en fait, un vecteur de cardinaux d'intersection propre, ça représente la classe d'équivalence d'un nombre astronomique de listes différentes. Et quand on passe au calcul de complexité, quand on a le graphe complet à n sommets avec A couleurs, la complexité combinatoire glouton à la bourrine, c'est combinatoire de A parmi NA, puissance n. Donc, et un équivalent à l'infini, c'est NA puissance NA. Donc, N, c'est le nombre de sommets du graphe complet. A, c'est le nombre de couleurs par sommet. Donc, NA, c'est dans le sud. Le NA qui est en haut, c'est en pierre, elles sont toutes différentes. C'est ça. C'est le cas maximal. Donc ça, c'est la combinatoire glouton. Par contre, avec les classes d'équivalence, d'un coup, pour n égale 3, j'ai fait le calcul explicite du nombre de classes différentes que j'avais. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un polynôme en degré 4 du nombre de couleurs. Ça, par contre, pour l'ordinateur, il aime bien. Il calcule ça facilement, quoi. Au lieu, et pour n égale 3, donc là, ça, un équivalent, c'est 3A puissance 3A. Eh bien, ça, l'ordinateur, il n'aime pas, hein. Parce que c'est du 3A puissance 3A, quand A égale 100, ça fait 300 puissance 300, quoi. Donc ça, il n'aime pas du tout, l'ordinateur. Oui? Une question sur le epsilon de A à la fin, ça veut dire qu'il n'y a pas de formule exacte? Si, c'est juste que, suivant que A est pair ou impair, il est égal à 0 ou 1. J'ai la formule exacte. Et en fait, pour la démontrer, j'ai fait une chose originale dans ma vie, c'est que d'habitude, on fait des simples récurrences. Et là, pour démontrer cette formule, j'ai fait une double récurrence. Non, sur comment compter le nombre de cas. Comment compter le nombre de classes d'équivalence. Pour trouver cette formule, j'ai dû faire une double récurrence. C'est-à-dire d'abord une hypothèse de récurrence, et après le reste, j'ai dû refaire une hypothèse de récurrence pour le résoudre, et après, ce qui me reste, c'est à compter le nombre de sommets d'un polytope dans un espace de dimension 2 puissance n moins 1. Donc c'est assez compliqué. Je l'ai fait pour n égale 3, et je ne l'ai pas fait encore, et puis je crois que je laisserai ça au suivant, pour n quelconque. Par contre, ce que je sais démontrer, c'est que c'est un polynôme en A de degré n plus 1. Donc c'est un polynôme. Je sais démontrer aussi que les coefficients de ce polynôme sont fonction des nombres de Bernoulli. Par contre, je ne connais pas encore la gueule du polynôme des fonctions des nombres de Bernoulli, dans le cas général. Et rien que pour le cas n égale 3, ça m'a pris
un peu de temps déjà, et puis c'est pas simple. Hein. Donc j'ai laissé ça en conjecture, mais peu importe la complexité du problème tant que je la résous. Est-ce que ça te donne des bornes sur les valeurs des coefficients? Oui. D'accord. Et le fait que c'est un polynôme de degré 1 plus 1, c'est démontré. Oui. Oui, ça je sais le démontrer justement par ma double récurrence. Il devient Patrick pour un égale? Non. Non. Et donc voilà, nouvelle formule algébrique, formule des cardinaux de liste. Au lieu de la formule, c'est que le cardinal d'une liste, le nombre d'éléments d'une liste, eh ben, c'est égal à la somme des cardinaux des intersections propres pour toutes les partitions S qui contiennent I. Donc on a une formule algébrique. Pour la formule des cardinaux d'intersection, l'intersection entre deux listes, et bien là aussi, formule algébrique, c'est la somme des cardinaux des intersections propres, mais ce coup-ci, pour IJ appartenant à S, tu forces la partition à contenir I et J. Donc, on a des formules algébriques maintenant. Et donc, on arrive au programme linéaire. C'est-à-dire que là, les variables XS, c'est en fait le cardinal de l'intersection propre de S. Parce que là, on est passé en langage informatique. Donc, c'est pour ça que j'emploie les variables X maintenant. Mais il faut toujours se rappeler que XS, c'est les cardinaux des intersections propres. Mais on n'a plus besoin de savoir l'origine de ça une fois qu'on est sur informatique. Avant, c'était informatique. Hein? Je pense que c'est le passage de mathématiques à l'informatique. Ah. Moi, la formule de Poincaré, votre formule avec IP, c'est aussi informatique, c'est la même. Ah bon, ça c'est un débat philosophique. Donc en fait, on arrive au programme linéaire. Là, vous reconnaissez la formule qui donne le cardinal d'une liste. C'est-à-dire que chaque liste a A éléments. Donc en fait, on a une somme d'un certain nombre de variables, XS. Ça dépend de n. Si on a n variables, si on a n en sommet du graphe, donc là, ça nous fera 2 puissance n-1, une variable. Là, cette formule, c'est 2 puissance n-1 variable, XS, égale à A. Et combien on en a? On en a une par sommet. Donc on en a n. On a n équations avec 2 puissance n-1 variable. Après, pour l'intersection, on veut que l'intersection soit bornée par C. Donc, ça nous fait combinatoire de 2 parmi n, nouvelle inéquation, avec, ce coup-ci, 2 puissance n-2 variable. Et puis, là, ce qu'on cherche d'abord, c'est les contre-exemples. C'est de trouver le nombre de séparations plus 1. Trouver des contre-exemples. Parce qu'on veut le maximum, mais à maximum plus 1, ça ne marche plus. Donc, il faut trouver aussi les contre-exemples. Il faut démontrer que c'est un maximum et qu'un coup au-dessus, C plus 1, ça ne marche plus. Donc, on doit chercher les contre-exemples. Pour dire qu'à C plus 1, ça ne marche pas, il suffit d'en extraire un. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que ce programme, on lui demande de n'en extraire qu'un. On ne lui demande pas d'extraire toutes les combinaisons. Sinon, là... Donc, en fait, c'est pour ça qu'on demande ce que l'amplitude, la somme de toutes les variables, l'amplitude, on appelle ça, soit plus petite que NB. Parce que dans ce cas-là, on est sûr que c'est un contre-exemple. On est sûr qu'on n'arrivera pas à colorer le graphe complet. Si on a moins de couleurs dans l'union que NB, on n'arrivera jamais à colorer. C'est impossible.
Donc c'est pour ça qu'on cherche des contre-exemples avec ces 3 jeux d'équation-inéquation. Ça veut faire égal à MB moins 1 pour que ce soit le programme. Oui, si tu veux. Donc en fait, on cherche à résoudre ça. Maintenant, avec la technologie des intersections propres, des vecteurs, de classes d'équivalence et tout ça. Donc le but, c'est de minimiser la variable C dans le programme linéaire. Et en fait, pourquoi? Parce qu'un maximum dans un sens, c'est un minimum dans l'autre sens. Donc maximiser le nombre de séparations, ça revient à minimiser le C des contre-exemples. Donc en fait, le but du jeu, dans ce programme IPL, c'est de minimiser la variable C. Parce qu'on sait trivialement que pour C égale A, dans la majorité des cas, ça ne marche pas. On a des contre-exemples à tir-larigot. Le but du jeu, c'est de trouver le plus petit C. Alors maintenant, algorithme de coloration. Comment je fais pour colorer mon graphe complet? Avec des listes au hasard, tout ça. Comment je fais pour le colorer? Eh bien, je classe toutes les couleurs suivant leur intersection propre dans l'ordre croissant. Comme ici, c'est-à-dire je mets d'abord les intersections propres à un élément, puis les intersections propres à 2 éléments, puis les intersections propres à 3 éléments, etc. Je classe toutes les couleurs, faire un premier tri, suivant l'ordre croissant des intersections propres. Puis après, je crée le vecteur point intermédiaire de coloration, qui est toujours égal à 0 au départ. Et chaque fois que je colore un sommet, je rajoute 1 à ce vecteur au sommet. Je fais le vecteur intermédiaire de coloration. Et après, j'attaque l'algorithme. Chaque fois que j'arrive à une nouvelle couleur, que j'essaye de mettre à un de mes sommets, je regarde donc S, je regarde l'intersection propre de cette couleur. Donc il a un certain nombre de sommets, X1, XI. Et je choisis de colorer cette couleur sur le sommet XJ, qui aura un poids minimal de coloration intermédiaire, parmi les S éléments. Bon, c'est pas trivial, mais c'est l'algorithme. J'ai démontré qu'il converge rapidement pour les listes symétriques. C'est-à-dire, une liste symétrique, c'est dans mon jargon, c'est une liste telle que tous les cardinaux des intersections propres à un élément sont égaux, tous les cardinaux des intersections propres à 2 éléments sont égaux, etc. C'est ça une liste symétrique. Et c'est très important dans cette problématique, comme on le verra dans les 2 cas résolus plus tard. Ce sont 2 listes symétriques solutions. Et donc, ça converge rapidement, ça, dans les listes symétriques. Par contre, dans le cas général, je ne sais pas encore démontrer qu'ils convergent tout le temps. Bon. D'un point de vue expérimental, il fait quoi Ah ben, il marche. Il marche, d'accord. Mais sans qu'on sache pourquoi. Si, je sais un peu pourquoi, mais... Pour toutes les listes. Voilà, c'est ça. C'est après le démontrer, quelle que soit la liste. Et du coup, ce théorème, il dit que si vos listes sont symétriques, cet algorithme il a une complexité polynomiale. Oui, oui, oui. Même linéaire. Linéaire. Il faut quand même créer ce truc qui est long. Ah mais d'accord, mais ça tu le fais qu'une fois. À la base, tu crées qu'une fois tes intersections propres. Ouais, mais C'est exponentiel quand même. C'est un traitement qu'on fait qu'une fois. Ah oui, le traitement est lourd au départ, mais quand tu arrives à la coloration, ce traitement est déjà fait. Et donc, cet algorithme, on a un graphe complet, KN, c'est ça, un graphe complet. Même que si le programme précédent linéaire en nombre entier, il me semble qu'on peut l'écrire pour tout graphe, non? Alors, l'idée, on peut l'étendre, Ouais. mais là, c'est vraiment le programme pour le graphe complet. Et ici, dans l'algorithme, vous avez les vecteurs A, B et C, c'est ça, en entrée. Ils sont donnés. Ah, ici, ils sont fixés, on cherche. A, B et C, ils sont fixés. C'est C qu'on cherche. Le maximum. A, B, oui. Et c'est important que ça soit entier.
je veux dire, pour résolve un pouvoir sur un nombre entier. Ah oui. Parce que sinon, on a des solutions triviales. Fractionnaire, ça donne aucune approximation de... Ah bah là, c'est vraiment un problème diophantien. C'est vraiment... Toutes les variables sont entières. Et tu n'as pas le droit à autre chose. Là, si on connaît passé à la fin, c'est quoi? C'est le poids Non, là, c'est l'algorithme de coloration. Là, on cherche pas C. Là, on a... Non, il n'y a pas C là-dedans. Donc, si je donnais A et B, et je donnais les listes de taille A, je dis B. Voilà. Et là, il colore. Il colore. Donc, du coup, je peux calculer C à la fin. Ah non, le A. Non, on peut le calculer avant. Tu peux le calculer vite. Si tu regardes la liste, Une fois que tu as choisi tes listes, voilà, c'est fixé. Donc la recherche de contre-exemple, c'est justement pour la détermination de C. Voilà, du nombre de séparations, le C max. On cherche le nombre de séparations. Je vous rappelle la formule. Le nombre de séparations du graphe complet avec A et B comme variable, c'est le max des C tels que G et ABC, enfin Kn là dans ce cas-là. Kn est ABC choisissable. Moi, je comprends pas bien. on obtient, enfin par rapport au programme précédent, on obtient une borne sur C dans un sens où on... Eh bien en fait, avec le programme précédent, on trouve CEP plus 1. C'est sûr. Je pose la question. Oui, mais c'est ça. Parce que je veux dire, trouver un contre-exemple, ça veut juste dire, ben voilà, je donne des contre-exemples jusqu'à cette taille-là. Est-ce qu'il pourrait y avoir un contre-exemple de taille inférieure? Le programme dit non. Alors, en fait, c'est... on fait la recherche du plus petit contre-exemple dans un sens, et après, on démontre que pour un inférieur ou égal au nombre de séparations, toutes les listes marchent. C'est deux approches... C'est-à-dire, dans un cas, on en trouve un de contre-exemple, ça suffit. Et dans l'autre cas, il faut tout démontrer. Et juste dans l'algorithme, là, le poids, c'est le nombre de couleurs qu'on a donné à chaque sommet, c'est ça? Jusqu'à maintenant? Dans cet algorithme-là, ouais. Le vecteur de poids. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'au début, c'est 0. On veut leur donner B à chacun. Et voilà. Et à la fin, tu veux B, 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 B. En tout cas, il marche pour les listes symétriques. Nickel, rapidos, expressos, il n'y a pas de problème. Par contre, pour le cas général, mon intuition me dit qu'il marche tout le temps, mais alors, par contre, pour le démontrer... en essayant, ça marche tout le temps. Ça a toujours marché, mais je ne sais pas le démontrer dans le cas général. Dans le cas asymétrique, oui, je sais le démontrer et je l'ai démontré dans mon article. Est-ce que tu peux donner des idées pourquoi avec les listes symétriques ça marche Eh bien justement, parce que tu as une partition évidente. Justement, tout est symétrique. Donc en fait, tout se fait de façon symétrique naturellement, quoi. C'est beaucoup plus simple. Parce que quand tu prends des listes non symétriques, bah justement, elles sont non symétriques et c'est pas simple. Quand symétrique, c'est-à-dire que tous les sommets, toutes les couleurs ont un peu le même rôle? Oui. En fait, la définition de symétrique, dans mon jargon à moi, dans ce problème-là, c'est que toutes les listes ont le même nombre ici. Toutes, elles ont le même intersection propre à un élément. Elles ont toutes le même intersection propre à deux éléments. Mais ce n'est pas forcément le même. Elles ont toutes des intersections propres à trois éléments identiques, etc. C'est ça, par définition, une liste symétrique. Et on va le voir juste après, deux exemples qui donnent les contre-exemples optimaux. Les C plus 1, là, nombre de séparations plus 1. Donc je répète, pour trouver le contre-exemple, il en suffit d'un. Il suffit que j'en extrais un. Par contre, pour démontrer le nombre de séparations, il faut que je fasse toutes les listes possibles. Il faut faire une démonstration générale. Donc, premier cas résolu. Quand A est compris entre B et 2B. Donc, ici,
ici. Quand A est compris entre B et 2B, le nombre de séparations du graphe complet Kn avec A et B, c'est égal à 2 fois A moins B sur n moins 1, partie entière inférieure. Alors, comment on le démontre? Eh bien, en 2 étapes, comme je vous l'ai dit précédemment. D'abord, on démontre que toutes les listes, hein, quelle que soit la liste, avec A couleur, on doit en choisir B, et au plus, ce nombre-là, C de contraintes, eh bien, on démontre, en fait, par la formule de Cropper, que c'est toujours égal, supérieur ou égal à I fois B, quelle que soit la partition de mon graphe complet en I sommé, le sous-graphe à I sommé. Je trouve que, en fait, l'idée, c'est d'abord, ma première liste, bon, elle a A couleur. Après, la deuxième liste, elle a au plus C couleurs communes. Donc, j'en rajoute au moins A moins C couleurs à l'amplitude, etc. A moins 2C, A moins 3C, etc. Et je veux que ça soit égal, supérieur ou égal à I fois B par le théorème de Cropper. Mais avec cette formule, ça marche. C'est dans mon article, si le détail vous intéresse, vous trouverez le détail. Mais en gros, c'est un petit calcul algébrique. Ça marche. Par contre, maintenant, pour les contre-exemples, il en suffit d'un. Donc, on prend C' égale C plus 1, bien évidemment. Le C ici, ce nombre de séparations. Et là, le contre-exemple s'écrit de façon simple, une fois qu'on l'a compris, avec les intersections propres. C'est-à-dire qu'il y a 2 classes de couleurs qu'on prend, les intersections propres à un élément. Pour tous les sommets, on en prend A moins n-1 fois C'. Donc des couleurs isolées. Sur chaque sommet, on prend A moins n-1 C', couleur isolée. Et puis, dans l'intersection propre double, mais pour tous les couples, on en prend exactement C'. Et c'est un contre-exemple. On peut faire les calculs. Ça marche bien. Donc, pour C' égale C plus 1, contre-exemple, il en suffit d'un. Nombre de séparations marche tout le temps pour ce nombre inférieur ou égal. Théorème. Le nombre de séparations dans ce cas-là est égal à ça. Deuxième cas résolu. N-1b, NB. Ce cas-là. Donc là, la fonction, c'est... Elle fait comme ça, à peu près, enfin bon. Voilà. Ici, pareil. Le nombre de séparations, j'affirme que c'est égal à 2A moins NB. Pourquoi? Là, c'est encore plus simple. Là, c'est-à-dire, n'oubliez pas qu'on prend A, qui a beaucoup de couleurs. Il est au moins égal à n-1b couleurs. Donc, en fait, A est très grand. Et donc, dès qu'on en prend 2, on a au moins A plus A moins C couleurs. Mais dans ce cas-là, c'est égal à 2A moins C, qui est égal pile à NB. Donc, on peut toujours colorer. Démontrer que ça marche toujours, pour un nombre inférieur, c'est facile. Par contre, trouver le contre-exemple, ça m'a demandé un peu de temps, mais bon, ça se fait aussi. Et donc, le contre-exemple, là, c'est qu'on prend bien sûr C' égale C plus 1, et il suffit d'en construire un. Donc, on prend l'intersection propre de tous les éléments moins un ensemble,
moins un élément. Et ça, on en prend A moins C'. Et dans l'intersection propre commune à tous, on en prend exactement n-1 fois C' moins n-2 fois A. Bon, c'est des petits calculs algébriques une fois qu'on a compris pourquoi prendre exactement ces valeurs-là. Mais ça marche. C'est ça qui compte le plus, quoi. Il suffit d'en extraire un de contre-exemple pour C plus 1. Et donc, une fois qu'on sait que ça marche toujours ici pour inférieur ou égal à ce nombre, et que pour C plus 1, ça ne marche pas, donc on en déduit que le nombre de séparations du graphe complet pour A et B avec A très grand, eh bien, c'est 2A moins NB. Et après, conjecture. Donc ici, la fonction, elle est un peu comme ça. Hop. Et donc, ici, là, ça se complexifie drôlement. Tout à l'heure, tu avais dit qu'elle était en dessous de la ligne en pointillé, de la droite. Et là, elle va par au-dessous. Oui, en fait, c'était une maladresse que j'avais dit tout à l'heure pour la ligne en pointillé. C'était, en fait, en fait, je voulais dire... enfin bon, je me suis trompé. Une petite maladresse. C'est parce qu'ici, on a une pente de 2. Oui, je suis con. Oui, c'est ça, j'ai fait une erreur. J'ai dit, je fais n'importe quoi. C'est une pente de 2, donc c'est comme ça, évidemment. Oui, j'ai fait une erreur. Voilà, bon, pardon, excusez-moi. Donc, pour la conjecture, donc là, on est dans les cas intermédiaires. Quand A est compris entre PB et P plus 1B. Donc, tous les cas, quand, par exemple, là, imaginez, il y a PB et là, P plus 1B. Quoi. On fait, on sectionne. Mais ce qui est rigolo, c'est que toutes les sections, c'est pareil. C'est la même formule pour toutes les sections. Et donc, la formule, c'est partie entière supérieure de 2PA avec A compris entre PB et P plus 1B. Hein. Donc, 2PA moins P plus 1B sur N-1 plus un terme correctif epsilon qui n'a que deux valeurs possibles, 0 ou moins 1. Ça, je sais le démontrer. Par contre, la formule du epsilon, ça, je ne sais pas. Je sais démontrer que c'est compris entre 0 et moins 1. Enfin, c'est soit 0, soit moins 1. Ça, je sais le démontrer. Mais par contre, je sais démontrer dans certains cas que ça dépend de n modulo A, de n modulo B, de A modulo B. Ça, c'est des constantes additives, ça va. C'est négligeable. Bah, donc je sais que c'est 0 ou moins 1, mais par contre, algébriquement, je n'ai pas encore trouvé la formule exacte. Attendez, vous dites que c'est une conjecture au cause de epsilon. Hein? Vous dites que c'est une conjecture? Oui. Les autres cas au cause de epsilon. Voilà. Oh, c'est une théorème, ça. Non. C'est une théorème, ça c'est égal. Il existe epsilon dans 0,1 tel que... Oui. Voilà. Oui, epsilon est 0,1, mais on ne sait pas dans quel cas il est 0 et dans quel cas. Ah oui, alors dans ce cas-là, d'accord. Mais je n'ai pas la formule algébrique du epsilon. On s'en fiche. Et c'est une théorème. On a inférieur ou égal. Il y a une majoration, une minoration de la valeur. Oui, mais pour les... Même plus que ça, on sait qu'elle a le choix contre deux valeurs. Sachant qu'elle est entière. Oui, voilà, c'est ça. Vous le présentez comme conjecture. Ok. C'est votre responsabilité. Ah bah, quand je ne sais pas démontrer... Ça appartient à ça et puis ça, moi ça. Et ça, c'est le résultat principal que vous nous présentez depuis une heure. Et vous le présentez comme conjecture. Tous les trucs qui donnent epsilon. Oui, mais malheureusement, comme je ne sais pas démontrer le epsilon encore. Ok. Et donc, voilà. Comme si ici c'est une presque théorème, comme
il y a un terme quadratique qui apparaît. Ah ben en fait, l'idée... Alors j'ai un théorème, c'est que je sais que quand A égale P fois B, j'ai le contre-exemple pour C plus 1, pour le nombre de CEP plus 1. Je connais le contre-exemple, il est dans mon article. Donc en fait, je sais borner supérieurement cette valeur. Je sais aussi l'encadrer par un autre petit truc. Donc je sais encadrer. Mais quand A égale PB, le truc c'est que la liste contre-exemple est une liste quasi symétrique. C'est-à-dire qu'en fait, on part d'une liste symétrique, on la change un peu, et boum, ça devient pile. En fait, la liste symétrique, elle arrivait pile à l'amplitude NB, et en la modifiant un peu, on arrive à une liste antisymétrique, quasi symétrique, et on arrive à la solution. Donc en fait, quand A égale PB, on sait que C égale P-1 sur N-1 fois A. Pas non plus 1. Hein. C. Quand A égale PB, ça je sais le démontrer. Vous voyez, tous les multiples de B, pile. Parce que A, bien sûr, il peut être égal à PB plus 3, PB plus 4. Il prend toutes les valeurs. Mais quand A est pile égal à PB, là, je sais résoudre parce que c'est facile. Enfin, c'est facile. Ça m'a pris des mois, mais à la fin, c'était facile parce que, bon. Mais voilà, quand A égale PB, on sait que C égale P-1 sur N-1 fois. Donc, en fait, on a tous les points PB. Donc, donc, on a tous les points là. On a un ensemble de points. Voilà. Pour dire que C a une valeur, il faut avoir un contre-exemple pour C plus 1. Et après, il faut montrer que pour chacune des listes avec qui il satisfait les conditions, on a une coloration. C'est ça, oui, c'est ça. Quels sont les outils en fait pour avoir ce type de résultat? Eh bien, le dénombrement. Tu calcules cardinal de A, plus cardinal de A moins C, plus cardinal de A moins 2C, plus cardinal de A moins 3C, etc. Ah, et après on utilise le théorème Ah oui, comme c'est nécessaire et suffisant. Voilà, le théorème de Cooper. Moi, j'avais une autre question. Si on se donne une liste et donc une instance, et on peut calculer le vecteur, ouais. On peut le faire jusqu'à quelle valeur de n? Bah, autant que tu veux. Pratiquement. Oui, alors alors, très grand. Hein. En fait, c'est simple. Tu prends une couleur. Mais c'est 100, 1000, millions. Ah oui, facile. Ah, largement. Tu pètes les n au moins au milliard, hein, si tu veux faire ça. En fait, c'est pas très dur. L'algorithme est très facile. C'est-à-dire, tu commences, tu traites qu'une fois chaque couleur de toutes tes listes. Tu vois, tu traites qu'une fois chaque couleur. Tu commences dans l'ordre. Tu commences couleur 1, par exemple. Eh bien, je regarde, couleur 1, je regarde dans tous les autres listes si elle y est ou elle n'y est pas. Je fais la liste. Ouais, ça, ok, mais après, il y a tous les sous-ensembles de... Non, tu t'en fous. Tu parcours les couleurs qu'une seule fois. Tu regardes qu'une seule fois par couleur si elle est présente dans l'ensemble AI ou pas. D'accord, ça c'est pour ceux de cardinalité 1, mais après il y a ceux de cardinalité 2, 3, etc. Non, j'ai compris que ce vecteur-là, il avait 2 puissance n. Oui, il y a là, il y a 2 puissance n moins 1 variable. Il y a 2 puissance n moins une valeur à calculer. Non. Il n'y a pas plus que NA non 0. Voilà. Chaque couleur, tu regardes dans les ensembles de LF.
Eh oui. Ça d'ici dans 4 ensembles, bah, ça va. C'est 4 ensembles là, boum. C'est-à-dire que tu calculeras pas ce vecteur en entier, tu calculeras les instances non nulles, et tout le reste c'est nul. Et tu parcours qu'une seule fois l'ensemble de tes couleurs. Il est hyper rapide. Du coup, on ne peut pas calculer, avoir une représentation de ce vecteur qu'on calcule en tant que polynomial. Parce qu'au début, on disait le pré-traitement est exponentiel, mais ça, c'est pas exponentiel. Le seul problème, c'est de mettre les zéros, et on est obligé de les écrire. Connaître les coordonnées en zéro, c'est ça? Au départ, tu as dit sur des listes, quoi. Sur l'inclusion, qu'avec l'inclusion-exclusion, que finalement, un des problèmes, c'était qu'il y avait des valeurs à calculer plein de fois. Et là-dessus, bon, ça fait tilt. Est-ce que la programmation dynamique n'apporte pas quelque chose? Ah, ben je pense que possiblement, ouais. Voilà, mais si tu veux, c'est un peu le... Ça fait tilt. Ah ben à mon avis, ce crib va faire des petits. Hein. Cette nouvelle formule du crib, comme c'est une formule algébrique générale. Même pour le calcul. Il faut se méfier que c'est une nouvelle formule, parce que toutes les choses naturelles existent. Au moins depuis 50 ans. Je pense qu'il y a un livre dans Springer qui s'occupe d'inclusion et exclusion. J'ai demandé à quelques spécialistes et... c'est des Allemands, il y a une quinzaine d'années qui est apparu. C'est un endroit où on peut vérifier si ça existe ou pas. Oui, c'est sûr que... Stanley, dans les trucs du point de vue du treillis aussi, parce que c'est un problème fondamental de calculer efficacement ces choses-là. Eh oui. J'aurais une autre question sur la courbe que tu obtiens. Est-ce que tu n'as pas des conditions qui te diraient que c'est concave, etc., des choses comme ça? Ah, mais je te l'ai dit au début, propriété 1, quand on fixe B et N, la fonction est strictement est croissante. Toujours. Oui, mais croissante. Elle peut être en fait, elle est en escalier, mais elle est toujours croissante ou constante. Ouais, enfin bon, j'ai mal fait le dessin, mais elle passe par tous les points P-1 sur N-1 fois ces valeurs-là. Et c'est soit une constante, soit d'accord. C'est toujours croissant ou constant. Ah, attention, quand on fixe B et N, et quand on fait varier A. Mais par contre, si on fixe A et B, et qu'on fait varier N, là, c'est strictement décroissant. Et strictement, là. Pour les graphes carrés, à part calculer 0 ou moins 1, qu'est-ce qu'il reste à faire? Pour ma conjecture? Oui, non, en général. Alors, si tu calcules, c'est 0 ou moins 1, mais... tu as résolu ta conjecture, voilà. Oui, c'est déjà presque un théorème. Oui. Mais est-ce qu'au-delà de ça, tu as des... il y a d'autres pistes de recherche? Ben, en fait, pour ce problème particulier, non. C'est une fois que tu as résolu epsilon, tu as fini la théorie. Tu as fini la ABC choisissabilité du graphe complet. Il ne manque plus que la valeur du epsilon à résoudre. Si on enlève une arête de Cahen, ça change. Ah oui, ça change. Ah oui. Bon, il n'y a plus les théorèmes. Ah ben... Ça peut s'attendre. Mais en fait, après, disons que l'extension naturelle, c'est d'essayer de résoudre, pour moi en tout cas, enfin si j'avais le temps, la ABC choisissabilité des graphes planaires. C'est celle-là, la grille triangulaire. Hein? Sur la grille triangulaire, qu'est-ce qui est connu? Je ne sais pas, tu vas peut-être présenter, mais... Ben, en fait, je suis en train de finir la rédaction d'un autre article sur justement le problème de la coloration. En fait, c'est la conjecture de McDermid-Errid qui dit
la conjecture de McDermid-Derrida, qui dit que tout sous-graphe induit sans triangle du réseau triangulaire, c'est vraiment un problème télécom. C'est-à-dire qu'on s'intéresse qu'à la grille triangulaire. Sans triangle. Désolé, c'est pas télécom. Et 9,4 colorable. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on a le réseau triangulaire et on a plein de clients, tout ça. Et McDermid-Derrida ont déjà réussi à faire un premier traitement. C'est-à-dire qu'ils traitent tous les triangles dans le graphe. C'est-à-dire que là, on voit que ce triangle-là, il a un poids de 9 plus 8 plus 7, ce qui fait 24 en poids sur le triangle. Donc, par rapport à celui-là, où il en fait 4 de moins. Donc, en fait, il a un premier algorithme, McDermid-Derrida, où il gère les gros triangles. Les triangles avec des gros poids. Il a une technique de calcul, un théorème, tout ça. Donc, en fait, il a résolu le premier pas. Et c'est pour ça qu'il nous reste tous les sous-graphes induits sans triangle. Parce que justement, on a résolu tous les triangles. Donc, il nous reste tous les sous-graphes induits sans triangle du réseau triangulaire. Et on veut démontrer qu'ils sont 9,4 colorables. Mais là, attention, c'est très compliqué parce que quand on prend les graphes sans triangle, on ne peut pas faire de triangle, par définition. Mais on ne peut pas faire non plus de cycle de longueur 5, ni de cycle de longueur 7. Ce n'est pas possible. Bon, un petit graphique vous le prouve. Donc, le plus petit cycle de taille impaire, c'est 9. Et théorème de AB coloration, le rapport optimal pour colorer un cycle de longueur 9, c'est 9 quarts. C'est pour ça que cette conjecture, c'est l'optimale. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne pourra jamais faire mieux. Par contre, on ne sait pas encore le résoudre. Mais moi, je sais déjà résoudre plus de 95% des cas. Ça sera l'objet d'un prochain article que je suis en train de finir. La conjecture est résolue à 95%. Voilà, au moins. Ah, epsilon. Non, c'est pas le même epsilon. Si d'autres théorèmes, pour moi, ça c'est une conjecture. Et donc, en fait, pour résoudre les 5 derniers pourcents, j'ai l'idée. Et en fait, il me reste à résoudre un graphe de type H4e, enfin tous les graphes de type H4e, avec coloration fixée aux extrémités. Voilà, j'ai ce type de sous-graphe-là à résoudre dans tous les cas. Et c'est un gros problème informatique qui nous a posé des problèmes depuis des années pour résoudre tous les cas de coloration où on colore les extrémités, puis après, démerde-toi à remplir le reste. Il peut avoir un cycle, ce graphe. Non, moi je cherche à résoudre ce sous-graphe-là. Un cas particulier. C'est quoi ce sous-graphe? Je n'ai pas compris la définition. C'est un arbre? C'est un arbre. C'est un arbre où les feuilles sont colorées. Voilà. C'est ce graphe exactement. Ce graphe exactement. Donc il y a plein de sommets là. Hein, Mais c'est un arbre. C'est un arbre de type H4e. C'est-à-dire d'abord tu commences par un H, hein, le H, et après tu rajoutes 2 chemins à chaque extrémité, et donc il y a 8 sommets extrêmes. Précolorés. En fait, c'est un problème de précoloration que je dois résoudre pour finir de résoudre les 5 derniers pourcents de la conjecture de McDermid-Derrida. En revanche, j'ai résolu la 5,2 et la 7,3 de ces sous-graphes-là. Et pour la 9,4, j'ai résolu énormément de cas, mais malheureusement, il nous en reste quelques petits paquets qui sont vachement durs. Et donc, il me reste ça à résoudre. Donc, s'il y a un contre-exemple, il est de cette forme-là. Non, non.
Ah non, il n'y a pas de contre-exemple. Ça c'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit. Un contre-exemple, il est de cette forme. C'est ça qui est. S'il existe un contre-exemple, il est de cette forme. Ouais, je pense. Puisque les autres sont faits. Ben, en fait, Il contient un graphe, il contient ceci comme sous-graphe. Le problème, c'est que les feuilles sont colorées, changent un peu les types de problèmes. voilà. Au début, le 9-4 colorable, il n'y a pas de contrainte sur. Mais il a raison quand même maintenant que je viens de comprendre sa remarque. C'est-à-dire que si jamais j'ai un graphe contre-exemple, ce que je ne pense pas, parce que je pense que la conjecture est vraie, si jamais j'ai un graphe contre-exemple, bah forcément il aura un bordel comme ça, quoi. Il aura un truc comme ça Voilà. qui n'arrivera pas. Avec les feuilles fixées. Voilà. Et donc en fait, ouais, j'ai résolu la 5-2, la 7-3, parce qu'en fait j'ai résolu la... Quand on a un chemin, en AB coloration, quand on a un chemin et qu'on précolore les extrémités en B couleur, par exemple, là on prend 1, 2, 3, 4, et là par exemple on prend 1, 2, 5, 6, en 9, 4 coloration. Donc là, le but du jeu, c'est, quelle que soit la couleur là et là, il faut remplir là. Il faut trouver la coloration du reste de chemin. Et j'ai trouvé la formule algébrique, qui est ces théorèmes dans l'article qu'on va publier. C'est que la coloration de V0 inter la coloration de Vn, les deux sommets extrêmes, doit être plus petite, non, oui, plus grande que B moins A moins 2B n sur 2. Quand c'est pair, quand n est pair, et quand n est impair, ça doit être inférieur ou égal à A moins 2B n moins 1 sur 2. Déjà, Ça, c'est pour que on puisse étendre. Ça, ouais, ça veut dire, si tu as deux colorations aux extrémités, fixées, Pour pouvoir étendre. conditions nécessaires et suffisantes, théorème, avec algorithme de coloration en prime, c'est-à-dire que si tu respectes cette formule algébrique, c'est colorable. Si tu ne respectes pas, ce n'est pas colorable. On peut pas appliquer ça sur le H. Si. Bien sûr que si. Entre les sommets, entre les nœuds, entre tous les nœuds. Mais j'ai essayé ça, d'abord, avec cette formule algébrique, et puis ça rame trop. L'ordinateur, des fois, sur une instance de H4e, il mettait 2 semaines à résoudre le calcul. Donc, réduire un graphe. H, c'est sacré pour vous. ah bah c'est dans la structure. Ah non, on peut pas. Pour résoudre ça, il faut se taper ça. C'est ça, j'en suis certain. C'est comme ça. Il faut se taper ça pour résoudre McDermid-Derive. Mais par contre, j'ai trouvé l'idée dernièrement, mais on ne l'a pas encore implémenté sur l'ordinateur, c'est que j'ai raisonné à l'envers. J'ai raisonné à la Lebesgue par rapport à la Riemann. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder le problème comme ça et multicoloration, j'ai dit, je vais regarder les 2 puissance 8 sous-graphes différents par couleur. C'est-à-dire que soit à une extrémité, je prends la couleur, j'ai qu'une couleur maintenant. Soit à une extrémité, je prends la couleur en précoloration, soit je ne la prends pas. Donc j'ai 2 choix par extrémité, j'ai 8 extrémités, donc j'ai 2 puissance 8 types de précoloration à traiter. Une fois que j'ai ces 2 puissance 8, je calcule tous les stables maximaux de ce graphe H4e. Donc ça me fait 2 puissance 8 ensemble de stables max. Et puis après, je calcule pour toutes les combinaisons de 4 couleurs des extrémités, dans quel cas des 2 puissance 8 je me place, et j'en prends 9. Donc forcément, parce que je suis dans la 9-4 coloration, donc j'en prends 9 à chaque fois. 2, c'est 2 puissance 8. Et il faut que je regarde
si la somme des stables maximaux est toujours supérieure au vecteur que des 4. Que j'ai bien pris 4 couleurs par sommet. Donc ça, c'est mon article prochain. Ton article d'aujourd'hui s'appelle comment Ah ben, il est sur Archive. Oui, mais d'accord, tu n'écris beaucoup. Comment il s'appelle déjà mon article? C'est pas sur le premier slide? Non, je l'ai traduit en français parce que... ah mince, j'ai un petit trou de mémoire là. List separation with constraint. List separation with constraint of the complete graph. Et après, bon déjà... Désolé. C'est celui que vous avez présenté à Montpellier? Alors c'est mon collègue Olivier Tony, ouais, qui l'a présenté à Montpellier, ouais. Ouais. À l'ICGT. Il y a peut-être le titre vraiment de séminaire. Mais sinon, vous tapez Jean-Christophe Godin, Olivier Tony, et Archive, et le dernier en date. Je pense que, en tout cas, si vous aurez envie de présenter le truc sur la grille, quand il sera prêt, oui, n'hésitez pas à contacter Guylaine ou nous. Oui, bah... On n'est pas loin. Ouais, bah pourquoi pas. Ouais, mais sinon, j'ai un autre truc, c'est que en 2012, j'ai résolu le théorème fondamental dans la coloration des graphes. Et je ne vous l'ai pas fait non plus. Et celui-là, en fait, c'est 30 secondes. C'est quel que soit le graphe, quelle que soit la liste de couleurs, quel que soit le poids de coloration, le nombre de couleurs que je veux sur chaque sommet, j'ai démontré que l'ensemble de toutes les colorations de cette problématique était égal à une double union d'un opérateur. C'est quoi le W? C'est le poids. C'est le nombre de couleurs que je veux sur chaque sommet. Voilà. C'est le B vectorialisé. Donc en fait, j'ai démontré que l'ensemble de toutes les colorations, c'est là, je fais l'ensemble de toutes les couleurs possibles de mon graphe. Quel que soit le graphe, quelle que soit la liste, quel que soit le poids, j'ai une formule algébrique qui est égale à la double union d'un opérateur de sous-coloration de certaines colorations pondérées par un vecteur. On sait déjà d'aujourd'hui que faire la simple union est compliqué, mais la double union, c'est encore... Ça va. Je pense que les trucs sur la grille triangulaire, parce que nous on a fait des choses pour la grille triangulaire, pas se grave la grille triangulaire qui sont simplement connexes. Peut-être ça serait intéressant quand vous aurez terminé l'article. Pourquoi pas? Merci encore. On va monter peut-être les gens. Ouais,